The Forward, le plus ancien quotidien juif américain, écrit dans un article de 2006. S'il y a un mouvement intellectuel en Amérique dont les juifs peuvent revendiquer l'invention, c'est bien le néoconservatisme. Cette pensée horrifiera sans doute la plupart des juifs américains, majoritairement libéraux. Et pourtant, c'est un fait qu'en tant que philosophie politique, le néoconservatisme est né parmi les enfants des immigrants juifs et qu'il est actuellement le domaine particulier des petits-enfants de ces immigrants. L'apologiste du néoconservatisme, Murray Friedman, explique cela par la bénéficence inhérente au judaïsme, l'idée que les Juifs ont été placés sur terre pour en faire un monde meilleur, peut-être même plus sacré. Voilà. Donc, ce mouvement néoconservateur est né, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Forward. Le Forward, c'est l'organe, le quotidien, un organe de la presse de la communauté juive américaine qui le dit. Ce n'est pas moi qui m'en vante, hein. C'est dit par leurs propres écrits. Donc, ce mouvement, né dans les années 60, avec deux têtes de file, hein, Kristol et Podoretz, l'un est mort, l'autre est très, très âgé aujourd'hui, mais a eu des successeurs, évidemment. Donc, ce mouvement a commencé à essaimer ces idées. Alors, ce mouvement prône la suprématie américaine pour encore un nouveau siècle. Et il a créé tout de suite un think tank, c'est un centre de réflexion qui s'est appelé Project for a New American Century. C'est-à-dire, il réfléchissait aux moyens de savoir comment on pourrait prolonger l'hégémonie américaine pour encore un siècle. Project for a New American Century. Le général Clark en parle dans sa vidéo. Donc, ces gens ont progressivement infiltré tous les organes de l'administration américaine et se sont petit à petit hissés en s'aidant les uns les autres jusqu'au sommet de la hiérarchie américaine sous le président Reagan. Donc les premiers à investir vraiment les postes élevés de la hiérarchie de l'administration américaine, c'est sous Reagan. Que ce soit république ou démocrate. Républicain oui, c'est bipartisan, évidemment. Évidemment, le deep state est bipartisan. C'est pas ni démocrate ni républicain. Il y en a dans les deux camps. Et merci, Karl, de me le rappeler. C'est un mouvement bipartisan. Donc, à partir de 1990, ce mouvement a continué à monter, et jusqu'à septembre 2001. Et là, il a pris pratiquement le pouvoir aux États-Unis. C'est ce que le général Clark vous explique dans sa vidéo. Le général Clark, qui n'est pas n'importe qui, c'est le commandant en chef. Il a été commandant en chef de l'OTAN. Hein, donc, le numéro 1 militaire aux États-Unis, qui ne fait ses rapports qu'au président lui-même. Donc, ils ont petit à petit donc, investi le ministère des Affaires étrangères, et c'est eux qui, désormais, depuis 2001, font la pluie et le beau temps au ministère des Affaires étrangères US. Hein, d'autres grands géopoliticiens américains vous l'expliqueront encore mieux que moi. C'est le cas, par exemple, de John Mearsheimer, qui a écrit beaucoup d'articles. Il a même écrit un livre en disant « Le lobby pro-Israël et la politique étrangère américaine ». John Mearsheimer est le géopoliticien le plus connu et le plus médiatique de toute la classe des géopoliticiens américains aujourd'hui. Il est connu, il est invité sur tous les plateaux de télévision en Chine, mais également il a été invité à l'OTAN, il a été invité partout. Ça veut dire que ce qu'il dit est écouté. Hein, et que nous dit-il? Il nous dit que le ministère des Affaires étrangères américain est aujourd'hui plus puissant que le président lui-même, et que ce ministère des Affaires étrangères dirige la politique des États-Unis et est étroitement lié à l'AIPAC, au lobby pro-Israël. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, il est capital de comprendre ça. Qui mène la politique étrangère américaine? C'est bien un ensemble de personnes. Alors,
Qui sont ces personnes? On l'a dit, ce sont des personnes qui sont intéressées à garder l'hégémonie américaine le plus longtemps possible, un siècle, pense-t-il, Project for a New American Century, et ils sont principalement, ils font partie des plus riches Américains, hein, des Américains qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont aux manettes, j'entends. Hein. Il ne faut pas... Quand on parle de l'Amérique, il faut se garder surtout de condamner ou d'accuser le peuple américain. Le peuple américain n'y est pour rien. Hein, et dans tout ce qui se passe, il est seulement manipulé par un certain... Oui. Mon général, c'est important parce qu'on vous a accusé de toutes sortes de mots ces derniers mois parce que vous avez osé nommer les choses et avec votre expérience sur le terrain, comme aussi responsable du renseignement militaire, vous savez comment apprécier les sources, celles qui font du bruit à celles qui sont importantes, et vous êtes arrivé à des constats. Et entre autres, l'article où j'ai attiré nos auditeurs hier à l'émission, comment les États-Unis super riches contrôlent le gouvernement US et par voie de conséquence ceux des pays vassaux de l'Union européenne. Ben, vous avez réfléchi là-dessus, vous avez fouillé la question et vous êtes arrivé à des constats qui sont dénudés de haine. Même si on a essayé de vous apposer l'étiquette de toutes sortes d'extrémistes, hein, c'est la recette. On voit que vous prenez ça de façon sereine et que vous continuez malgré tout à bien informer des causes réelles de ce qui se passe devant nous actuellement, que les gens ont beaucoup de misère à identifier. Hein. L'état profond, j'entends plusieurs personnes m'en parler, mais qui le décrit comme vous osez le faire en ce moment. Je pense que c'est porteur d'avenir et je vous laisse continuer et entre autres là, commenter cet article-là du 17 décembre dans Réseau International. Oui, c'est bien comprendre cet article, c'est bien comprendre que ceux qui sont les faiseurs de rois aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui font élire les présidents, ceux qui font élire les députés, ceux qui contrôlent la politique étrangère, parce que quand on a donné de l'argent pour les campagnes présidentielles ou les législatives, c'est toujours en échange de quelque chose. Hein. Donc on récupère des postes à la sortie, des postes d'influence, dans les plus hauts organismes de l'État. Hein. Il suffit c'est à la portée de n'importe qui, hein, d'étudier les biographies de tous les gens qui sont actuellement au pouvoir dans les ministères clés de l'administration américaine. J'entends par là le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et du Trésor qui concocte toutes les sanctions économiques pour le monde entier, hein, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, hop, on sanctionne. Ça, on peut étudier les biographies de ces gens-là. On peut étudier également les biographies du secrétaire à l'Intérieur ou du secrétaire à la Justice qui tient le FBI entre ses mains. Ce sont tous des postes qui ont été obtenus en échange de beaucoup d'argent lors des campagnes, de la campagne présidentielle qui a mené Biden au pouvoir. Donc, et ils font tous partie plus ou moins, où ils sont l'émanation du Deep State. C'est-à-dire que de ces riches qui ont payé les élections, hein, alors, aux États-Unis, il y a 750 milliardaires. 750 milliardaires. Et les 1% les plus riches aux États-Unis se partagent 27% de toute la fortune américaine, le patrimoine, etc., etc. Donc, quand vous avez des gens aussi riches, qui sont capables de faire les rois, de faire les élections, et pas seulement aux États-Unis. Ils sont capables également d'intervenir à l'étranger parce qu'ils ont des lobbies frères à l'étranger, hein, qui tirent également les ficelles. Au Royaume-Uni, par exemple, hein, il y a un film très intéressant, un documentaire très intéressant qui a été fait par la chaîne Al Jazeera et qui s'appelle The Lobby, hein, et qui montre très bien qui, au Royaume-Uni, détient les clés du pouvoir. Et ça, c'est montré en caméra cachée. Hein, c'est une émission qui a été tournée en caméra cachée, qui a été publiée sur une chaîne mainstream qatari, hein, et qui est très, très intéressante et très édifiante pour tout le monde.
Et en France, c'est la même chose, en Allemagne, c'est la même chose. Donc, toutes ces élites qui sont parties des néoconservateurs états-uniens qui sont nés en 1960 à New York, toutes ces élites sont désormais imprégnées de la même idéologie. Elles travaillent ensemble, elles travaillent en meute, hein, et elles disent toutes la même chose. Elles gèrent, par exemple, la crise pandémique Covid-19 tous de la même manière. Hein, les mêmes propos sont rapportés par tous les gouvernements de ces 30 pays de l'OTAN, hein, qui sont sous contrôle. Ils sont sous contrôle de cette diaspora néoconservatrice et mondialiste qui est née aux États-Unis dans les années 60. Voilà. Donc, le monde, il marche comme ça, et toutes les crises qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ça, c'est les clés pour comprendre le monde, mais toutes les crises qu'il y a aujourd'hui et qui ne sont pas survenues par hasard, hein, viennent ou ont été décidées par un État profond US, hein, qui a convaincu, bien sûr, les pays frères de l'OTAN de les suivre. Et donc, l'affaire de l'Ukraine s'inscrit dans cette continuité. Elle s'inscrit dans cette continuité et elle est le fait que, elle traduit le fait que les Américains veulent conserver l'hégémonie. Comme le disait le général Clark, il faut supprimer tous les challengers possibles. Et la Russie en est un, la Chine en est un autre, un challenger. Donc il va falloir s'occuper de ces deux-là si l'on veut conserver l'hégémonie mondiale. Et l'affaire de l'Ukraine, c'est l'affaire d'un Occident qui est en difficulté, on va le dire, hein, et qui souhaite conserver par tous les moyens son hégémonie en cassant la Russie, hein, et en la divisant en petits morceaux plus faciles à gérer, quoi. Le plan, c'est de casser la Russie, de la diviser en petits morceaux, si possible, un peu comme on a fait avec l'ex-Yougoslavie. Hein, l'ex-Yougoslavie était un terrain d'entraînement dans les années 99, hein, le démantèlement de la Yougoslavie, qui a commencé même dans les années 95, hein, en Bosnie, et puis qui s'est poursuivi avec l'affaire du Kosovo. Donc, voilà quoi. C'est intéressant, mon général, ce que vous dites aussi, là, c'est que vous faites un lien direct entre ceux qui ont géré la crise covidienne et ceux qui sont en train de nous mettre dans une logique avec la guerre en Ukraine. Là, c'est à peu près le même groupe, puis avec les objectifs là, de démanteler la Russie. Hein, bien sûr, quand on entend Zelensky aussi dire qu'il va reprendre le Donbass puis qu'il va aller se baigner dans la mer Noire l'été prochain, il faut sortir de ce délire-là là, si on veut ramener l'opinion publique sur le sens du monde. Et c'est ce que vous constatez, vous, là. Ils nous ont complètement occupés, en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. Oui, en fait, l'affaire de l'Ukraine, c'est une toute petite partie d'un problème beaucoup plus vaste. Oui. C'est la partie émergée de l'iceberg, celle dont on parle tous les jours à la télé, mais c'est pas là. Le problème, c'est que on est aujourd'hui dans un immense bras de fer entre les hégémonistes américains, les partisans du monde multipolaire sous hégémonie américaine, et avec bien sûr les vassaux européens, et de l'autre côté de l'échiquier, on a tous les pays qui en ont marre, qui en ont marre de se faire tyranniser par l'Occident, qui en ont marre de se faire dicter, de se faire donner des leçons de morale du matin au soir et de se faire dicter leur conduite. Donc, ce sont les souverainistes dont la Russie a pris la tête aujourd'hui. Mais les souverainistes, ce n'est pas que la Russie. C'est la Russie plus on va dire les BRICS. Ce sont des souverainistes, l'Organisation de coopération de Shanghai, ce sont tout un tas d'organisations qui se sont créées, le plus souvent d'ailleurs à partir de 2000, et qui aboutissent au bras de fer que nous avons aujourd'hui entre deux camps. Le camp des mondialistes, 12% de la planète, 30 pays avec les 30 pays de l'OTAN, plus un certain nombre d'autres pays, soit micro-pays, soit de pays asiatiques qui, pour l'instant, le Japon, le Taïwan, la Corée du Sud,
qui pour l'instant suivent encore les États-Unis, pour combien de temps, on le verra, ou l'Australie, par exemple, qui suivent aussi la coalition occidentale. Mais tout ça, ça représente, tout compris, allez, 15% de la population de la planète. Le reste, c'est 85% qui en ont réellement marre. Et la Russie a pris la tête de cette l'initiative. De cette initiative. Et donc, c'est elle qui mène le bras de fer, pas seulement en son nom propre. Elle fait ce bras de fer au nom de tous les souverainistes du monde.